Aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, je reçois Nabla. Salut. Salut. Oh merde. Merci. Bienvenue Nabla dans le canapé des coulisses. C'est un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est pas chez moi, c'est chez Nathalie. Salut Nathalie. Et écoute, en intro, moi je veux juste te demander, est-ce que quelques phrases, si tu veux chanter, si tu veux faire des rimes, ou dérouler quelques lignes de ton CV, comment tu te présentes en général dans le monde de... Je vais certainement pas le chanter. Dans le monde de l'impro ? Ouais. Dans le monde ? Non, plutôt dans l'impro, vu que c'est un peu ton axe principal de vie, je crois. C'est mon axe exclusif de vie. Moi, je me présente comme comédien formateur. Ok. J'ai mis un peu de temps à accepter le comédien, mais maintenant c'est bon. Et donc, je dis formateur en entreprise à partir d'improvisation. J'aime bien dire que j'ai deux jambes. J'ai une jambe artistique et une jambe pro. Ma jambe artistique, c'est l'improvisation artistique. La gauche. Ouais, je sais pas pourquoi, elle est tout en gauche. Au côté du cœur, j'imagine. Même si le cœur est au milieu. Donc jambe gauche artistique, c'est les spectacles, l'école qu'on a ouverte, les stages qu'on fait le week-end. Et en entreprise, la jambe droite, c'est j'utilise l'improvisation comme moyen pédagogique pour développer des compétences. Et les deux se nourrissent vachement bien. J'ai besoin des deux pour marcher. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes compétences, mais là on peut raconter des histoires de dragons. Et là c'est mon client est pas sympa. C'est presque pareil, mais c'est un peu différent quand même. Ah, trop chouette. Et comment toi, c'était quoi tes premiers pas en impro ? T'as commencé par où, par quoi ? Peut-être la scène ? C'était quoi les premières étincelles pour Nabla ? C'est trop marrant. Salut Romain. Moi j'ai découvert l'impro dans ma dernière année d'études, donc j'étais en école de commerce à l'ESSEC, à Cergy-Pontoise. Et dans ma classe, il y avait un mec qui s'appelle Romain, qui un jour on se baladait dans les couloirs et il a vu un petit post-it vraiment sur le mur où il y avait marqué ce soir match d'impro ESSEC HEC. Ouais. Lui, je le savais pas, mais il avait fait 4 ans d'impro, donc il a vu ce post-it. Parce que quand t'as commencé l'impro, tu vois le mot impro, même petit, tu vois. Utile. Et moi je l'avais pas vu évidemment. Et donc il me dit viens on va le voir. Je dis d'accord, à fond. Et j'étais content de passer une soirée avec Romain. On va voir le match. Pendant tout le match, dans ma tête il y a mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils se préparent pas ? Je comprends. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Romain, lui, il prenait du plaisir. De temps en temps, il m'expliquait, tu vois, cette catégorie, ça marche comme ça. Je fais d'accord, bon, apparemment, il y a des règles, mais quand même, pourquoi ils se préparent pas ? Ils sont complètement fous. Et puis, à la fin du match, Romain, il va leur parler, comme si c'était des humains normaux. Moi, je suis un peu terrifié à l'idée de parler à ces gens-là. Du coup, je me mets derrière Romain. Bon, il s'avère que j'étais quand même plus grand que Romain, donc je me cachais pas beaucoup. Mais j'avais l'impression de me cacher un peu. Et donc, il leur parle normalement, et puis il finit par dire si vous avez des entraînements et qu'on peut venir, est-ce que je peux venir ? Et les gens de la troupe ont dit oui, bien sûr, pas de problème. Et ce Romain dit et Nabla il veut bien aussi. Alors que j'avais rien dit. J'ai pas voulu parler, je suis même pas sûr d'avoir dit bonjour, félicitations. Mais comme j'avais rien dit, dans ma tête c'était un consentement. Donc j'ai fait faut que j'y aille. Du coup la semaine d'après, on avait le premier cours. J'ai trouvé que Romain était exceptionnel. Parce qu'il en avait déjà fait avant aussi en plus. Sans doute parce qu'il en avait déjà fait. Mais même c'est quelqu'un, je pense, qui est assez exceptionnel. Et moi je me suis trouvé nul, mais nul. Et sans doute parce que j'arrivais toujours pas à leur parler. Je pense que ça aide pas beaucoup pour faire de l'impro. Et du coup, j'ai pas osé leur dire à la fin du cours, je reviendrai pas, l'essai est raté, quoi. Et comme il y avait les vacances de février juste derrière, je me suis dit, c'est super, je vais laisser passer une semaine, ils vont m'oublier, c'est sûr. Retour des vacances, où je leur ai toujours pas dit que j'arrêtais, je me balade dans les couloirs avec Romain, on croise quelqu'un de la troupe, qui dit à Romain, il y a un match la semaine prochaine, et on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu peux le faire ? Romain dit non, je peux pas, désolé, je retourne à Lyon. Mais Nabla, il veut bien. Mais deuxième fois. C'est ton agent. Je sais pas. Et du coup, comme il m'avait dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un, je disais d'accord, s'ils avaient besoin, de toute façon, j'aurais même pas demandé les conséquences. Juste ils ont besoin. Ils m'auraient pas dit qu'ils avaient besoin s'ils avaient pas besoin. Et du coup, Romain a passé une semaine, alors franchement, c'est la semaine où j'ai le moins travaillé de toute ma vie, de mes cours. Romain m'expliquait toutes les règles du match. T'as eu un cours accéléré sur tout le cadrage d'un match, les codes et tout. Ouais, les 16 fautes, certaines catégories. On m'avait envoyé l'hymne, je l'ai appris par cœur. Et franchement, j'étais hyper préparé. Et j'arrive à l'endroit du match, mais 1 heure avant les autres. C'était dans Paris ? C'était à Paris, ouais. C'était à l'ENS, je dirais, Cachan ou Ulm ? Ulm. Je crois que c'était ça.
Et donc les gens arrivent, ils répètent un peu, moi je stresse, mon corps va mal, va très très mal. Et le match commence. Première scène, je la laisse passer, je me sens pas. Deuxième scène, je la laisse passer, je me sens pas. Troisième scène, je dis bon bah faut quand même que tu montes là. C'est cool. Et donc je monte au milieu de cette troisième scène, en saisissant une opportunité de parler de McDonald's. Et je fais le geste en plus. Et comme c'était un match, et je le savais, comme c'était un match, je me suis pris une faute de cliché. Dès ma première phrase, j'ai juste fait bienvenue chez McDonald's. Je fais c'est pas possible. Et je pense quasiment toutes les fautes du match, de mon équipe, c'est moi. À chaque fois que je montais, je me prenais un truc. Et dans ma tête, et dans mon corps même, il s'est passé un truc de mais c'est pas possible, tu le savais. Et c'est pas normal, ça devrait marcher. Sauf que ça marchait pas. Et du coup, pendant tout le match, ma colère est montée. Normalement, quand tu travailles, ça marche. Alors pourquoi ça marche pas? Bah ouais, mais l'impro, c'est autre chose. Et du coup, j'étais vraiment en colère. Et la dernière scène de ce match, c'était une fusillade. Alors, les noms peuvent changer, mais globalement, l'arbitre donne un thème, 30 secondes solo, sans préparation. Et donc à l'époque, c'était le décorum, on était de dos au fond de la scène. L'arbitre donnait le thème, il sifflait, on se retournait, on commençait. Un duel Seul. Ok. C'est vraiment un solo. Et donc on était 6, chacun avait ses 30 secondes, mais chacun tout seul 30 secondes. Avec un thème que tu découvres au moment où tu commences. Et moi j'étais juste en colère. Donc quand je me suis retourné, le thème c'était Barbie. Quand je me suis retourné, mon corps a pris le relais, je sais pas trop pourquoi, mais j'étais juste vraiment en colère. Donc elle est sortie, elle est vraiment sortie. Et donc j'ai mimé une Barbie, puis je détruisais la Barbie. Mais vraiment, je l'ai brûlée, je l'ai mordue, je l'ai coupée, je l'ai mise dans le congèle, je fais n'importe quoi. Et ma dernière phrase, je crie dans le rôle de cet enfant qui détruit sa Barbie là, maman, je veux une autre Barbie. Et c'était juste ça, j'étais juste énervé, quoi. Et j'entends le sifflet de fin, je retourne sur le banc là. J'étais juste énervé. Je retourne sur le banc, mais c'est la première fois que je vois sur le banc les autres joueurs me regardaient un peu dans les yeux, parce que je pense qu'ils avaient un peu honte. Et un premier sourire et un premier regard de bah, c'est pas mal ça. Et ça a vraiment débouché mes oreilles, j'ai entendu. Et au moment où les oreilles se sont débouchées, j'ai entendu des gens qui applaudissaient. Je me oh, c'est bien ça. Ça m'a calmé d'un coup. Je suis remonté au milieu, je fais ah mais merci, c'était sympa. Ça m'a vraiment calmé d'un coup. Et le moment, ces premiers applaudissements, j'étais ah je veux ça. Je veux plus de ça. Après X fautes d'avoir c'est ça que mon corps a mémorisé et j'étais hyper excité. Et donc j'ai décidé de continuer. Pendant les 3 mois d'après, je pense que tous mes personnages étaient en colère. Parce que mon corps, je pense, avait retenu, c'est ça qu'il faut faire. Et progressivement, ça s'est calmé. Et puis voilà, c'était la passion, le virus, je sais pas comment appeler ça. Il est rentré, il est pas sorti. Et tous les matchs, c'était Romain qui te pré-bookait? Et non, Romain, donc, j'ai fait le match, je lui ai raconté. Il fait ah mais c'est super. Et il est jamais revenu. D'accord, il a fait son rôle de passeur et... Puis il m'a mis sur le chemin de l'impro, et puis il est parti, il fait sa vie. Merci Romain, un ange gardien qui est arrivé, qui a fait tiens, il faudra qu'il fasse ça. Donc vraiment, merci. T'as fait en gros un premier cours, et 2-3 semaines plus tard, tu faisais ton premier match. Ouais, avec des vacances entre les deux. C'est ouf. Et le premier cours que j'ai suivi, c'était le 16 février 2005. Et donc tous les 16 février, j'envoie un message. Le tout premier cours, c'était le 16 février? Ouais, le premier cours que j'ai suivi, 16 février 2005. Et donc tous les ans, quand j'y pense, mais j'y pense souvent, un petit message à Romain pour le remercier d'avoir fait ça. Ton anniversaire d'impro, ça c'est chouette. Ouais, j'aime bien. Trop bien. Et depuis, du coup, t'as fait quand même tes armes sur plein de scènes. Et il y a les E, du coup, une troupe que t'as montée, enfin vous avez monté à plusieurs. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter les débuts des E? Est-ce que c'était un reliquat d'une autre troupe d'avant ou un groupe de potes, ou comment c'était quoi l'embryon des E à la base? Je vais continuer moi aussi à dire les E. En vrai, ça s'appelle E, mais personne dit E. Ah, ok. Je vais dire les E aussi. Même nous, on dit les E. Venez voir les E. Je vais essayer de dire E, tiens, pour voir. Mais je pense que ça marchera pas. On dit les E, donc, moi, j'ai commencé le 16 février 2005. Super transition. Donc, à l'ESSEC, la troupe d'impro avait été créée cette année-là, en novembre 2004. Comment s'appelle d'ailleurs cette l'assaut de théâtre s'appelait Comédia, je crois, et la troupe de théâtre s'appelait Les Improvisibles. Okay. Je crois que c'est Les Improvisibles. Et donc j'ai fait ma première année, c'était ma dernière année d'études, donc en juillet on était parti, il y avait le stage, mais je crois qu'en décembre en gros c'était fini. Moi j'ai décidé de rester une deuxième année dans cette troupe-là, donc j'allais toutes les semaines à l'ESSEC alors que je bossais, pour faire notre atelier.
je sais plus quel soir c'était, le mardi soir, je crois. Et à la fin de cette année-là, on s'est dit, bon, on est plusieurs à avoir fini nos études, là, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'était dit qu'on avait envie de continuer. Le 11, c'était à peu près une douzaine de personnes. Et donc, on a décidé de continuer l'impro, mais on n'allait pas revenir à l'ESSEC parce que Cergy-Pontoise, c'est parfois très dur à y aller. Vraiment beaucoup de motivation là, pour y aller à chaque fois. Ouais, C'était à c'est Paris. du RER, quoi. Ouais. Pendant 50 minutes. C'était long. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une troupe, et on a appelé ça la troupe de Paris entre nous. Et on était 12 donc, quand on l'a fondé, et on a cherché le nom, et finalement, on a trouvé le nom E au cours d'une soirée. C'était vraiment cool. Mais on était 12 au départ. Très vite, il y en a 3, 4. Attends, mais ça c'est déjà en 2007? Ça, c'était 2006. Ah ok, donc c'est juste 2 ans d'impro et après direct création de la troupe. Ouais, bah on voulait continuer sans avoir besoin d'aller Ok. à Cergy-Pontoise. Il n'y avait pas besoin d'autres brouillons avant quoi. Genre, ça c'était la première, c'était la Bah, première. je sais pas. Peut-être qu'on en parlera de ça, mais l'impro, c'est toujours brouillon. Et c'est cool. On est toujours en brouillon. C'est génial. Enfin, moi, j'aime bien. Toujours amélioré. Et donc, très vite, il y en a 6 ou 7 qui sont partis. Ils se sont rendus compte que bah, finalement, non. Et puis, c'était le début de nos premiers jobs aussi. Donc, il y avait des moments où, bah, finalement, non. Et donc, le nombre de joueurs dans la troupe a vraiment changé pendant longtemps. Je pense pendant 5 ou 6 ans, on est passé de 12 à 6, à 8, à 14, à 8, etc. Et puis progressivement, ça s'est stabilisé. Il y a une année, on était 4. Et après, on a changé un peu notre façon de recruter. Donc, on a pris 2 personnes, puis une. Et de moins en moins de gens partaient, c'était de plus en plus stable. Et là, ça fait bien 4 ou 5 ans qu'on est 7 de manière très stable. Et donc, le début de eux, c'était des répètes toutes les semaines. On a gardé la même structure. On s'était dit qu'on allait faire un spectacle qu'on a dû jouer 5 fois la première année, une fois par mois. C'est quoi le nom de ce premier spectacle? Toute petite salle. C'était un cabaret ou il y avait C'était quand même un titre. Je sais plus si on avait un autre nom, mais le premier spectacle dont je me souviens, je sais pas si on a commencé par celui-là ou si le premier c'était juste un petit cabaret. Le premier dont je me souviens, il s'appelait Nous. Et on jouait dans un théâtre qui s'appelait Le Lieu, qui s'appelle toujours Le Lieu d'ailleurs. Et on avait des t-shirts, c'était notre costume, des t-shirts et il y avait marqué moi dessus. Et j'adorais dire aux gens, bah, venez voir eux, enfin venez voir nous, des eux, au lieu. Parce que ça disait vraiment les infos, mais ça disait rien. Et je trouvais ça vraiment marrant. Et nous, c'était un... Je sais pas pourquoi à l'époque, j'ai l'impression que les créneaux étaient plus longs, mais on avait une première mi-temps de 45 minutes, où on faisait des scènes courtes. Et on avait une deuxième mi-temps d'un mi-long, du coup, de 30-45 minutes, où chacun d'entre nous jouait l'un des personnages des scènes courtes. Donc quand on revenait de la pause, on donnait 2 des personnages qu'on avait joués dans les scènes courtes. On disait salut, moi j'ai joué Vercingétorix et une allumette. Okay. Et le public disait bah, je veux que tu continues avec Vercingétorix. Quelqu'un d'autre arrivait en disant moi j'ai joué la bonne sœur au sommet de la montagne. Et puis j'ai joué une marchande de crêpes. Ah bah toi j'aimerais que tu joues la marchande de crêpes. Et ensuite on faisait un format long avec ces personnages-là. Du coup, c'est bien parce que le public participe à écrémer ce qu'ils ont préféré pour faire encore un meilleur combo après. Quoi. Nous, on écrémait déjà avec voici les 2 que j'ai envie de vous proposer, choisissez lequel. Et ensuite, on essayait de faire un format long, ce qui était plutôt cool parce qu'on avait parfois une marchande de crêpes avec Vercingétorix juste à côté de. Puis on essayait de faire une histoire avec ça. Ça, c'était notre premier spectacle. Et je suis content, je pense qu'on ait commencé par ce genre de truc aussi parce que je vois beaucoup de troupes qui ont l'habitude de faire du cabaret ou du format court. Et qui du coup stressent énormément à l'idée de faire un format long. Mais nous, notre premier spectacle, c'était déjà les 2. Ouais, donc il n'y avait pas le stress de on change de format alors qu'on faisait déjà un peu des 2. Quoi. Ouais, et puis on n'a pas, je pense, sacralisé le format long. Faut tenir 1 heure, mais comment on va faire? On s'est pas vraiment posé la question en fait. On a fait, bah on va faire ça, ça a l'air sympa. Et je suis content. On était un peu. Je sais pas, on a risqué le truc sans se rendre compte que ça pouvait faire peur. Maintenant, on se rend compte que ça peut faire peur. Non, t'es en haut de la montagne, tu fais oui, on a gravi tout ça. Bah, je sais pas si on l'a gravi, mais en plus d'ailleurs, je pense que ça fait peur quand on ne l'a jamais fait. Parce que c'est juste. On a le temps de poser des trucs, c'est pas plus dur. Mais d'ailleurs, je trouve que le format long, c'est peut-être plus facile que le format court. Mais souvent, ceux qui ont fait 10 ans de cabaret, qui disent on est en train de tenter un format long. Ouais, ils se sont vachement cristallisés dedans. Que c'est plus facile, au contraire. Ouais. C'est une question d'habitude, donc je suis content qu'on ait eu nos habitudes là-dessus. Et nous, ce qu'on voulait au début, dans les premiers balbutiements, on avait, je pense, la chance qu'on avait à l'ESSEC, c'est que, aux Improvisibles, c'est que le coach de la troupe suivait des cours d'impro à Paris, avec une troupe qui s'appelle les Improfessionals, qui est une troupe d'impro anglo-saxonne. Dedans, il y a des gens comme Mark Jane, Florian Bartsch, Gaspard Schielbred, pour citer ceux qui sont encore en France. Il y avait Clara McBride, qui est au Canada maintenant, qui est juste excellente.
qu'il y avait des gens incroyables dans cette troupe qui donnaient des cours. Et du coup, cette personne-là, Guillaume, nous enseignait déjà des choses anglo-saxonnes. Il pouvait ramener un peu ce qu'il avait appris aux impros professionnels. Beaucoup plus que des matchs. Du coup, on avait déjà un peu cette sensibilité-là, sans le faire exprès, d'impro anglo-saxonne. Et du coup, quand on a fondé on s'est dit, on va essayer de faire notre truc à partir de ça. On a très vite pensé que les matchs, c'était pas ce qui nous animait le plus. Et du coup, on a regardé plein de trucs, en particulier Keith Johnston, et en particulier Del Close. Mais il y avait plein d'autres choses encore. Et notre trip à nous, c'était de mélanger les deux pour voir ce qu'on pouvait faire. En fait, les deux sont très 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 proches. C'est mots différents, mais c'est dans la logique de découverte enthousiaste et de jeu, à la fois jeu narratif et jeu de la scène, jeu organique, c'est plein de points communs, on peut faire plein de trucs. Donc on s'est amusé à mélanger ça, on a créé plein de spectacles, balbutiements normaux, mais sympas. Et ça, petit à petit, ça a débouché jusqu'à Bio, avec l'histoire d'un héros anonyme. Exactement, et d'autres choses. On a créé, j'ai pas compté, je pense Tim il le saura peut-être, mais on a créé, je pense, créé ou interprété une trentaine de spectacles pendant longtemps. Et Bio, c'était notre tentative de... Et si on restait plus longtemps sur un spectacle ? Parce que d'habitude, tous les 3 mois, on disait, qu'est-ce qu'on fait ? Ça y est, on le connaît, qu'est-ce qu'on fait après ? Et on aime vraiment ça, créer des spectacles. Et Bio, c'était un peu notre tentative de, si on découvrait une autre façon de faire de l'impro ou de faire un spectacle, et si on essayait de l'exploiter jusqu'à ce que ça devienne autre chose qu'on n'a jamais vécu. Et ça fait 10 ans, c'est la 10e année. Mais ça, c'est énorme. Et est-ce qu'il y a des... Tu te rappelles de pivots où vous avez essayé de faire sur l'organisation d'un spectacle bio, des déclics ou alors des foirages? Sur Bio ? Ouais, sur Bio, vous avez essayé d'adapter ou changer le format? La première année, ça nous a vraiment plu. On a un peu changé, mais je pense que les déclics, ça a été sur le fait que toute la troupe pensait pas forcément de la même façon à ce spectacle. Je pense que maintenant, on est à peu près tous d'accord, et encore, ça se trouve, ça change, que c'est un format long, très simple. On va raconter la vie de quelqu'un. Et on joue avec l'espace et le temps, donc on suit nos instincts. Il n'y a pas beaucoup de cadres, on ne veut pas beaucoup de cadres à part ça. Et parfois, oui, il y a des gens qui pensaient un peu plus que c'était narratif, d'autres qui pensaient que ça devait être de l'organique pur. Enfin, je pense qu'on a dû à un moment travailler un peu plus pour savoir ce qu'était ce spectacle. Mais il n'y a pas eu beaucoup de déclic. Non. Il y a eu des moments, création, c'était mais c'est super, il est libre, c'est génial. Et c'était pas une création brute. Avant, on avait fait 3 ans, je crois, d'un format long chronologique qui s'appelait Les Improbables Aventures des E. Okay. Il n'y avait aucun flashback, c'était purement... Ouais, c'était dans l'ordre. Okay. Dans l'ordre. Et avec Bio, on s'est dit, si on changeait l'ordre, pour voir. Et donc on a travaillé ça génère des trucs qui sont super sympas à faire, à travailler. Et puis on s'est aligné. Donc la première année était cool, la deuxième année, même à la fin de la première, on s'est dit, on commence à savoir ce que c'est. Peut-être on commence à s'ennuyer un peu. Et du coup, il y a eu une démarche aussi de, soit on trouve des nouvelles techniques ou des nouvelles façons de le faire, soit on arrive à rendre exceptionnel un truc qui est habituel. Et du coup, il y a aussi un travail individuel ou collectif sur, oui, c'est la 100e fois que je le joue cette année, mais ce soir, c'est nouveau quand même. Ouais. Oui, je le connais, oui, j'ai moins peur, mais il y a un truc à aller chercher quand même de magique, une petite pépite quelque part, on va voir. Et ça, ce travail-là d'aller chercher de l'exceptionnel dans de l'habituel était super cool. Et dans le travail, il y a eu un gros moment aussi, je ne sais pas si c'était un déclic, je ne sais pas si c'est dans le sens de ta question, mais on a été à San Francisco, et on a rencontré, alors je ne sais pas s'il était venu avant. En tout cas, il y a un improvisateur de San Francisco qui s'appelle Tim Orr, qui est un humain génial, qui est venu plusieurs fois à Paris, on avait organisé un stage avec lui de plusieurs jours. Et peut-être, oui c'est ça, on l'a vu plusieurs jours à Paris, ensuite on est allé à San Francisco, il nous a redonné un atelier un soir, c'était trop bien, il est génial ce mec. Et lui nous a fait travailler son impro tranquillement, sans thème particulier je pense, mais il nous a donné en fait plein d'éléments de mise en scène. Et donc notamment les transitions où on joue avec l'espace et le temps en même temps. Ouais. C'est lui le premier qui nous a fait cet atelier sur... Et si on faisait 2 scènes en même temps. Et Bio, c'est beaucoup de plein de scènes en même temps. Avec des balances ou des transitions, il y a 2 univers, 2 espaces-temps en même temps. Ouais, 2 espaces-temps, ou 2 espaces, ou 2 temps. Okay. Et c'est trop bien, c'est la même salle, une chambre d'hôtel, mais en même temps la scène d'un meurtre et en même temps l'enquête qui démarre. Mais on le voit en même temps.
Ça, c'est balèze pour bien le signifier au public, alors qu'il n'y a pas de costume, Ou et que la régie réagisse bien au niveau des lumières et tout. Enfin, c'est ouf comme ou pas, c'est évidemment, c'est cool si tout le monde est très clair, Mm. mais c'est aussi la magie de l'impro. Ça peut générer des choses très bien, que ce soit pas si clair que ça. Le il faut, ça peut être un gros piège dans le travail, parce que du coup, on va commencer à mettre des cadres, des règles, et puis du coup, on va commencer à évaluer aussi la qualité des joueurs, des scènes, du régie, de la régisseur. Un bulletin de notes à la fin de chaque spectacle. Et ça, c'est plutôt dangereux. C'est pas vraiment dangereux, personne va nous trancher la gorge. Mais on est sur un terrain glissant quand même. Et bio, je pense que c'était une très belle expérimentation de ne rentrons pas là-dedans. On savait pas que ça allait durer 10 ans, mais attention à l'évaluation du spectacle. Et avant les premières années, à eux, je crois que j'étais le premier directeur artistique. Je me souviens, je les ai retrouvés il y a pas longtemps d'ailleurs. J'avais des fichiers de 14 pages de débrief d'un seul spectacle. On avait fait un tableau avec des critères de variété, etc. Et je l'ai relu, je me suis dit, wow, c'était cool, c'était utile pour le travail, mais heureusement qu'on fait plus ça. Finesse de débrief de cadeau, faut faire une journée de débrief pour chaque spectacle. J'ai retrouvé un classeur comme ça, c'était juste les 6 premiers mois de eux, où j'avais mis tous mes cours, tous les débriefs de tous les spectacles. Et il est énorme, ce classeur. Un travail énorme. Et c'était cool. Ouais, ça donne de la matière après pour la suite, mais du coup, il y a moins de débriefs maintenant. Quoi. Ouais, on est passé par plein de phases de débrief, on a essayé tout ce qu'on pouvait. Un truc, le truc écrit, les critères d'évaluation, juste demander ça va, tu te sens bien Tiens, tel personnage, est-ce que tu l'as assez bien accentué ou pas, de 1 à 10 on aurait peut-être. Si, je pense qu'au début, on a fait des trucs comme ça. Ah ouais. Ouais, alors moi j'avais pas mis des notes de 1 à 10 parce que déjà j'avais une grosse conscience pédagogique. Mais c'est des lettres, A+, C'était des smileys. Il y avait 4 smileys. Très mauvais, mauvais, bien, très bien. Et je crois qu'il y avait 11 ou 12 critères par spectacle. Comme les baromètres qu'il y a dans toutes les boîtes maintenant, de l'humeur. Je commençais à être consultant. Ouais, je me suis dit, utilisons mes compétences. Et ouais, au début, on construisait plein de trucs, c'était cool. On avait défini des piliers de travail et du coup, ça nous permettait de débriefer aussi. On avait 5 piliers, je suis pas sûr de m'en souvenir, mais on avait narratif organique, on avait création de spectacle, jeu, la frontière contre le risque. J'ai oublié le 5e. La frontière contre le risque. Contrôle risque. Contrôle risque. Ah, ok. D'accord. Je pourrais t'envoyer un débrief si tu veux. Bon, faut se faire sur 14 pages. Et dans. Du coup, vous avez joué toujours plein de personnages, mais que ce soit dans le cabaret, dans les débuts des E. J'ai pas dit les E, je dis des E. Et est-ce que tu as un personnage refuge ou un archétype sur lequel tu reviens souvent? Je m'attendais tellement pas à ça. Ok, vous faites plein de trucs. Est-ce que tu fais ça? C'est une question qu'on a souvent, c'est marrant. Peut-être qu'il n'y en a plus du tout, et à un moment t'en avais des bien rangés, maintenant c'est purement... Alors peut-être que j'en avais un, je sais pas trop, mais j'ai un corps, le mien, qui fait que parfois des choses se ressemblent. Mais dans ma tête, c'est très clair que c'est pas le même personnage. Mais parfois il y a des trucs qui viennent. Quand je joue... ça m'arrive de jouer des personnages, même sur des spectacles proches, je vois qu'il est un peu neuneux, ce personnage-là. Ouais. Mais c'est quand même un autre. C'est une autre forme de neuneux. Il y a des niveaux d'énergie de neuneux, ou des réactions un peu différentes. Donc moi, je sais que c'est un personnage différent. Je le joue différemment. Et d'ailleurs, quand je vois que ça ressemble à quelque chose que je connais, je le change. Sauf que j'ai quand même qu'un corps qui a des habitudes et des réflexes. Et il y a plein de choses qu'on fait, on s'en rend pas compte. Et donc parfois, a posteriori, je me dis « Ah, c'est vrai que ça ressemble à quelque chose », mais pendant le spectacle, je me suis pas posé la question, parce qu'il y a des automatismes de corps. Je sais que dans ma vraie vie en particulier, quand quelqu'un fait une blague et que je peux pas faire trop de bruit, ou je sais pas où j'anime, j'ai tendance à faire ça, à cacher ma bouche, ce qui doit pas être pratique pour un podcast. Et je sais qu'il y a des spectacles où je joue des personnages qui sont surpris et je fais ça. Donc c'est pas un truc refuge, c'est que mon corps, parfois, il décide... Mais apprendre des trucs de la vraie vie, ça peut pas être 100% autre que toi. Ouais, je peux pas trop. En tout cas, dès que j'arrive à conscientiser que ça ressemble à quelque chose que je connais, là je le change. Mais si c'est pas conscient, il doit y avoir des personnages refuges. Il doit y avoir en tout cas des mécanismes refuges, des gestes refuges, des rythmes refuges. Je pense que les personnages un peu neuneux, ça peut être aussi... parfois c'est un vrai choix. Parfois c'est... je sais pas quoi faire là. Et automatiquement, je suis monté avec ça et du coup ça est devenu... je sais pas, et puis c'est devenu le personnage neuneux. C'est un fil rouge pour ça. C'est le corps qui a décidé ce qu'il voulait faire. Peut-être le corps il a repris quelque chose qu'il connaissait, ou il a repris ma réaction, ma vraie réaction, et puis
j'ai décidé de le garder. Je pense que j'ai pas de personnage refuge conscient. Et puis l'inconscient fait ce qu'il veut, c'est inconscient. Et il y a mes partenaires qui, évidemment, m'aident énormément à pas faire la même chose. C'est ça que on a fait 2 spectacles où je joue ta femme et je suis en colère contre toi. Je sais que sur scène, tu vas me dire, dis donc, t'es en colère souvent avec moi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ils vont m'aider à le conscientiser. Quoi. Et je pense que non, maintenant, on arrive à... Alors après, on a toujours notre vie et nos émotions, nos sensations. Quand on essaye de... Quand on est sur scène, on est sur scène. Peu importe ce qu'on a vécu dans la journée. Parfois, c'est plus difficile, évidemment. Mais je pense que non, on arrive à pas arriver sur scène avec notre historique de ah bah le dernier spectacle, j'ai pas aimé ça. Au contraire, on est plutôt sur on ouvre une nouvelle page ce soir, voyons ce que c'est cette page. Quoi. Je pense pas qu'on ait un esprit de vengeance ou un esprit de félicitation, même on a un boulot à faire, on le fait plaisir, on se regarde. Max à chaque fois. Et on voit ce qui se passe. Et parfois c'est super, parfois c'est moins bien. Ça marche, mais et on voit et on découvre chaque spectacle, c'est trop cool. Et du coup, avec tous ces apprentissages, tu as créé une école aussi, les impronautes. Ouais, alors, quand j'ai cofondé en fait, dans les 12 premiers, j'étais là. Et je suis le seul qui est encore là dans eux, j'ai dit les eux. Mais Loïc et Tim sont arrivés très très tôt après, donc on est presque 3 à être là depuis le début. Et en 2009, donc 3 ans après, l'un des membres de la troupe et moi, cet autre membre de la troupe s'appelle Yann Parizeau, qui a fondé autre chose après. On a décidé qu'on voulait donner des cours et le reste du groupe était d'accord. Et donc on a fondé les Impronautes en 2009. Donc j'étais pas seul. Mais je pense pendant 1 an ou 2, les cours étaient animés que par Yann et moi. Okay. En co-anime ou en seul, mais souvent de la co-anime. Jusqu'à ce que ça se structure un peu, où on a pu accueillir d'autres profs. Des chemins se sont mixés, des chemins se sont séparés. Et puis maintenant c'est l'école qui existe depuis 12 ans. 13 ans. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial, j'adore cette école. Structurellement, on a beaucoup réfléchi à cette structure d'ailleurs, et ça change tout le temps, c'est jamais fini. Nous, on a une année de contact avec les personnes, avec les participants, qu'on appelle Welcome on Board. Okay. C'est une année où on travaille que l'attitude et le vocabulaire et l'envie de sauter sur scène sans raison et de bien vivre tout. Et en outil pour bien vivre tout, il y a nous, notre énergie, notre corps, le corps des autres, l'énergie des autres, le regard, qu'on essaie de pas donner trop d'outils de construction. C'est que de l'attitude. Le H2S Ouais, le H2S en particulier, le Happy, Healthy, Sexy. On a de la logique chemin, on a de l'énergie d'invitation. On a le coup des facettes aussi, que je trouve fondamental. De notre vie, c'est notre vie. Le coup des facettes, ma vie pro, perso. Exactement. Et quand on est en train de travailler, on est en facette comédien-comédienne. Quand on joue, on est en facette personnage. Et notre vraie vie, on la récupérera après, de toute façon. Donc on parle de ça, on parle de l'énergie positive, on parle de la synchronisation avec l'autre, on parle de l'intention de jouer ensemble, enfin, c'est que de l'attitude qui, au départ, quand on commence l'impro, ou même quand on en a fait depuis 4 ans, parfois on est plutôt sur la réussite de quelque chose, d'une contrainte, d'une catégorie, ou des critères qu'on s'est mis ou que des gens nous ont mis, sur c'est quoi une histoire. Et si on est dans la logique de réussite de quelque chose, beaucoup plus difficile d'être dans l'attitude de on verra bien. Ouais. On va sourire et puis c'est bien quoi. Donc la première année elle sert beaucoup à ça, à ce que les personnes se rendent compte que l'improvisation, quand les gens viennent voir de l'improvisation, ils veulent pas voir quelque chose de propre. Ils veulent voir des gens prendre des risques et sourire de ça. Sinon, s'ils veulent voir une belle histoire, ils vont voir du théâtre ou du cinéma ou des séries. Ils veulent voir des humains prendre des risques et bien le vivre. Donc pendant 1 an, on essaie d'ancrer ça dans notre corps. Et je dis 1 an, il y a des gens qui le font 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tant que c'est pas dans le corps, travailler des techniques, c'est trop tôt quoi. Ce qu'on veut, c'est que ce soit confort le plus possible. Plus c'est confort, plus l'impro est bonne. Et donc ça, c'est c'est l'entrée dans l'école des impronautes. Et après, on a la suite qu'on appelle exploration, où maintenant que dans le corps c'est bon, on va pouvoir rajouter des techniques. Donc on a des techniques de narration, des techniques de jeu d'acteur, des techniques de jeu de scène, des techniques de mime, du format long, des créations de spectacles. Et de temps en temps, on a quand même des trimestres d'attitude pour rappeler ça, parce que si tu restes avec nous 2-3 ans, peut-être ça peut être cool de refaire encore un trimestre de... Au fait, c'est génial de planter. Ouais. Ça peut être cool de... l'impression de se rappeler que... C'est ça qu'on demande. On se foire avec joie. Exactement. On a 80-90%, c'est l'attitude, et puis après on rajoute des petites cerises.
Si tu t'occupes que des cerises, le gâteau il est quand même pourri, donc reviens au gâteau. Et donc on essaie de travailler ça, et ça se passe plutôt vachement bien. Et nous, ce qu'on a vraiment travaillé, c'est, en plus de la pédagogie globale, c'est ne pas faire croire aux gens qu'il y a un niveau. L'attitude, c'est un truc qu'il faut faire tout le temps. J'adorerais refaire de l'attitude en permanence. C'est une chance, quoi. Et ils ont un super pouvoir. C'est pas forcément des débutants, en plus, il y a des gens qui en ont fait avant, mais ceux qui n'ont pas beaucoup fait d'impro, ils se rendent pas compte de leur pouvoir illimité de tout créer. Il n'y a pas de règle. Dès que tu rajoutes une règle, c'est fini. Notre cerveau, il va tout faire pour remplir ce truc-là. Et donc, ils se rendent pas compte. Enfin, peut-être qu'ils s'en rendent compte, mais les Welcome on Board, ils ont un super pouvoir, une énergie incroyable, c'est fou, c'est génial, j'aimerais faire que ça. Moi, je me rappelle des premiers cours d'impro où en fait tu dis bon de toute façon j'ai rien à prouver à personne, je connais rien, je peux me foirer autant que je veux. Et là il y a un petit, et comme je sais pas, comme au permis de conduire, moi je l'ai raté 4 fois et j'ai eu à la 5e, donc même pas passé. Félicitations, t'as un super pouvoir, tu sais conduire un véhicule motorisé, je ne sais pas. Moi. Et en fait au tout début des premiers cours d'impro, c'est un peu en mode vas-y on fait ce qu'on veut, de toute façon on n'est pas pro, on est débutant. Et après dès qu'on commence à connaître quelques trucs au bout d'1 ou 2 ans, il y avait une forme de pression où je sentais que je stagnais. Que j'étais en mode là ce que je fais, t'as une énorme le fait de la petite caméra interne qui dit là ce que tu fais c'est nul, ça c'est pas trop mal, ça c'est pas trop mal mais ça peut être mieux. Et après tu te rends compte que tu arrives à relâcher prise, à te refaire du welcome on board un peu comme ce que tu fais aux impronautes, et à relâcher prise sur j'ai réussi quand même à construire des trucs, mais à toujours le faire en foirant avec joie, quoi. Ça tourne et c'est intéressant, le cerveau il est pas dans le moment présent. Il est dans l'anticipation, l'évaluation, le jugement. Il est soit dans le passé, soit dans le futur, soit ailleurs même. Et l'improvisation, c'est quand même une discipline de moment présent. Du coup, c'est pas dans le cerveau que ça va se passer, c'est dans le corps, c'est ailleurs. Sauf que les deux sont quand même assez liés. Ouais. J'adore l'idée de poser le cerveau, ou le brûler, ou le faire fondre, ou le liquéfier, ou des choses comme ça, même si je sais comme la Barbie de tout à l'heure. Comme la Barbie. Sauf que je sais que dans 2h30, je retournerai dans la rue, et ce serait bien que je sois pas comme ça. Il faut pas le brûler complètement. Et il y a cette frontière à trouver, j'appelais ça contrôle-risque au départ, c'est un peu affiné maintenant, mais c'est un peu ça, la frontière cerveau-corps. Mais globalement, il y a une liberté qu'on peut aller chercher, et la partie cerveau, c'est ce qui va nous empêcher d'être en liberté totale. Parce que si on est que dans le moment présent, on devient des animaux du plaisir ou de la peur. C'est pas ça qu'on nous demande non plus, il n'y a pas n'importe quoi à faire, il y a quand même des choses qu'on doit faire. Mais l'attitude, en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment à travailler pour éviter ça, pour être le plus possible dans le moment et dans la découverte et dans le soutien de l'autre aussi, parce que le cerveau va nous isoler dans de l'ailleurs et dans un autre moment, quoi. Moi j'ai lu ton bouquin, et du coup il y avait vraiment un petit perso qui disait en fait là t'es dans l'impro, et en fait dans l'impro le but c'est de faire comme si on savait exactement où on allait alors qu'on n'en a aucune idée, quoi. Du coup, t'as lu 3 pages. Alors, t'as lu au moins 3 pages. Au moins 3 pages. Et bravo déjà. C'est une magie différente. Par rapport au théâtre où on fait semblant de pas savoir où on va alors qu'on sait très bien tout ce qui est écrit ensuite, quoi. Ouais, on fait croire que c'est la première fois que ça nous arrive. Ouais. En impro, on fait croire que c'était exactement ce qu'on voulait faire. Et encore, même, je pense que ça a un peu changé déjà. Je pense en première lecture, l'improvisation, c'est ça. Faire croire que c'est bon. L'erreur est acceptée, du coup on l'utilise. Mais je pense que c'est encore plus important de montrer aux gens non, je sais pas où j'allais. Je l'accepte, mais pas forcément en termes d'histoire, je l'accepte en termes de comédien aussi. Si je l'accepte en termes d'histoire, il y a une erreur et je l'intègre narrativement. C'est bon, on sait faire. Et du coup, là, c'est un peu dans ce sens-là, je fais croire que c'était ce que je voulais faire. Mais je pense qu'il y a une autre dimension en plus les gens veulent nous voir prendre des risques. Ils veulent nous voir faire j'en savais rien du tout, mais je l'ai fait quand même avec un gros sourire. Et donc, on leur fait croire que c'est ce qu'on voulait faire, mais il faut aussi leur montrer qu'on prend du plaisir à quand même pas savoir. Et il y a cette double lecture en permanence. Pendant qu'on joue, on est à la fois... on est un peu tout en même temps. Et du coup, parfois, on leur montre que le comédien s'amuse, parfois c'est le personnage qui vit des trucs, parfois c'est la mise en scène qu'on teste. Et on alterne beaucoup sur scène. Et tant mieux. Du coup... c'est pas grave si on n'est pas dans le moment présent pur, parce qu'on serait que des personnages. Et ça peut être dangereux d'ailleurs, ça. Mais il y a cette frontière fine à trouver, et qui change chaque jour, en fonction du sujet, des gens avec qui on joue. Mais c'est ça qui est passionnant et qui fait que j'espère que ça ne s'arrêtera jamais. J'espère qu'à 88 ans, je continuerai à jouer et à découvrir encore des... Ah tiens, cette frontière a encore changé.
faut que j'arrête d'être en colère en permanence. Et c'est infini. C'est ça qui est génial, c'est vraiment infini. Et c'est quoi ce qui, toi, enfin, ça te porte encore tous les jours, mais ce qui te donne encore envie de continuer d'explorer, enfin, t'as l'école qui te nourrit, de voir des nouveaux, à qui tu fais faire, enfin, tu t'aides à découvrir des clés ou des déclics qui leur servent aussi dans la vie perso aussi, je pense, pour beaucoup, même dans la vie pro. T'as les spectacles, enfin, on essaie de pas rentrer dans leur vie en tout cas. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, évidemment. Mais moment court, c'est moment court. On fait des cours. Et évidemment, c'est utile. Dans mon métier de formateur, oui, je fais plus de liens avec dans votre métier, du coup, ce que ça fait. Je suis engagé pour ça. Quelque chose qui va ajouter la valeur au business dans l'entreprise. Et c'est pas forcément business. C'est évidemment, une entreprise, elle paye une formation parce que c'est pour servir quelque chose. Mais j'ai pas que des entreprises d'ailleurs, et puis ça dépend des fonctions. Mais c'est surtout pour améliorer le côté relationnel, parfois avec soi-même. Donc là, on touche parfois à la facette personne. Ou avec d'autres gens. Ou une équipe, ou un groupe de gens imaginaires, les clients. Et ça parle de relations. Donc l'impro nous donne plein d'outils là-dessus. Donc parfois, oui, ça touche un peu plus aux facettes personne et à la facette métier. Du côté artistique, quand on fait un cours, on fait un cours. Quand on fait un spectacle, on fait un spectacle. Et ce que tu as vécu dans la journée, bon bah oui, je peux tomber dessus, je peux ne pas tomber dessus. Voilà, pour faire autre chose, quoi. Et c'est plutôt intéressant, ça. Et alors, ce qui me porte, je sais pas, c'est quand on me pose la question, ou quand je me pose la question, j'ai une réponse différente à chaque fois. En formation artistique ou entreprise, le regard des gens, en entreprise en particulier, ils sont comme ça au début, quoi. Ouais. Quand tu les vois défoncer les sourcils au fur et à mesure de la séance. Il y a des trucs qui se passent, ou des regards, où on commence à sentir, quand on voit, c'est tellement cool, c'est tellement bien. Quand on leur demande, vous avez retenu quoi à la fin de la séance, et qu'ils disent ça, c'est trop bien. Votre corps, il a mémorisé plein de trucs, c'est génial. Et ça fait 15 ans. Non, pas 15 ans. J'ai commencé en 2009 aussi, ouais, ça fait 13 ans du coup. Ça me porte encore vachement le regard des gens de c'est bien, qui est génial. Artistiquement, il y a ça aussi, mais il y a aussi souvent ils ont déjà vécu de la scène. Et ils ont vécu des moments super beaux ou des moments super durs. Et du coup, en cours, on a parfois le regard qui montre ouais, c'est pas facile à vivre, ou des je sais comment ça se reproduira plus. Et c'est génial de voir sur le corps des gens la passion, quoi. Et pour eux, pour d'autres gens, c'est génial. Artistiquement, dans ma pratique, les gens sont géniaux, le public, le moment. Il y a des trucs géniaux, les histoires. Il y a des moments d'histoire entre personnages ou d'histoire entre comédiens, où il y a ce moment magique, c'est génial. Ça se reproduira jamais, c'est incroyable. Il y a une puissance de ce truc-là qui est... L'impro, c'est magique. Et la pédagogie, qui est magique et infinie aussi, en mélangeant ces deux-là, c'est génial. Et puis les gens, la communauté d'improvisation, globalement, j'ai rencontré plein de gens super. Il y a des gens super. Je suis tellement content de faire partie de ces gens. Enfin, de cette communauté. Les gens super, c'est aux autres de le dire. Merci à Romain. Surtout. Merci Romain. Il est génial. Bah ouais, il est super. Il en fait plus, quoi. Viens, on va jouer ensemble. Je sais pas pourquoi je regarde les micros, c'est plein de les regarder. Ouais, les gens, les moments. Ouais. Et ben du coup, j'ai une question juste après qui est pas du tout liée à ça. On m'a dit que t'étais un expert. De Buffy contre les vampires. Exactement. Oui, je suis un expert de Buffy contre les vampires. Est-ce que vous voulez que je vous dise les 144 noms d'épisodes dans leur... Et c'est quoi ton épisode préféré? Moi, j'en ai pas vu beaucoup, je m'en souviens pas trop de Buffy. Bah écoute, on peut faire une pause. 144 heures. D'accord. Un peu moins. Et on se revoit après. Mais regarde. C'est un truc, tu fais des conférences ou autre, on m'a dit que tu participais à des briefs ou des analyses de scènes ou d'épisodes, non? Non, il y a une mythologie autour de ça. J'ai failli participer à l'animation d'une convention de Buffy. D'accord, ok. Et j'ai déjà parlé de Buffy à plein de gens, et certains m'ont dit tu devrais faire des conférences, et j'ai dit ah ouais, pourquoi pas. Okay. Et quelqu'un m'a envoyé un lien d'ailleurs pour dire regarde, ils font des conférences, tu devrais poster ta candidature. Je fais des conférences sur Buffy tous les jours. Dès que quelqu'un me parle, je fais ah mais c'est comme dans Buffy. Vraiment, j'en parle tout le temps. C'est comme dans Buffy, par exemple, quand t'as
y a des morales ou des leçons de vie que tu tires d'épisodes ou d'une série d'épisodes? Pardon? Tu n'as pas idée de tout ce qu'il y a. C'est marrant, je n'ai parlé il n'y a pas longtemps en plus. Mais en même temps, j'en parle tous les jours. J'espère que vous êtes prêts. Buffy contre les vampires, oui. C'est une série en 7 saisons qui a un arc narratif global qui est Deviens qui tu es. Okay. Au global. Et donc l'histoire, il y a plein de degrés de lecture, mais l'histoire en première lecture, même 0,5 lecture, c'est une jeune fille, tueuse de vampires, donc elle tue des vampires et d'autres démons, et c'est l'élu, donc c'est la seule tueuse. Il y a une tueuse par génération, en gros, dès qu'elle meurt, il y a une autre tueuse qui est appelée. C'est la seule au monde. Ouais. Normalement, c'est la seule au monde. Regardez. Et donc ça, c'est l'histoire, c'est la mythologie globale des vampires, de Buffy. Et donc, c'est la tueuse du moment. Et donc, elle passe beaucoup de temps dans la série à ne plus vouloir être la tueuse, elle est toute seule, elle est isolée, elle est trop forte, enfin, c'est trop bien. Du coup, la thématique, c'est deviens qui tu es. Parce qu'il était la tueuse, que tu le veuilles ou pas. Ouais. Comme ça. Oui, il faut vraiment fouiller. Et c'est pas qu'un sacrifice d'activité, c'est qui tu es ou pas. Donc, il y a ce questionnement-là de qui tu es, qui est vraiment cool. Et donc, globalement, c'est les 7 saisons. Et chaque saison a un arc spécifique sur cette thématique-là. Donc la première saison, demi-saison, c'est l'intégration dans un groupe. Est-ce que tu te trahis pour plaire à des gens? Est-ce que tu ressembles aux populaires? Au contraire, est-ce que tu te fais ta bande d'amis? Comment c'est facile, pas facile? Enfin, c'est génial. La deuxième, c'est les relations amoureuses. La troisième, c'est... Bon, je réponds à la question. Il y a une deuxième tueuse. La troisième, du coup, c'est les modèles. Peut-être même les meilleures amitiés ou les destins croisés. Est-ce qu'on fait la même chose? On suit, on se sépare? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'on est pareil ou pas pareil? Et donc chaque saison, il y a cet arc qui est réglé et à la fin de chaque saison même, on sent qu'il y a une étape de franchie dans l'intégration dans un groupe. Le dernier épisode de la première saison, il y a un « je suis comme ça, point ». La deuxième saison, avec l'amour, il y a « ok, ça se termine comme ça, ok, tu viens de découvrir un truc fort sur toi ». Fin de saison 2, un peu triste. Saison 3, il redécouvre un nouveau truc. Saison 4, il recommence tout très vite parce qu'il quitte le lycée pour aller à l'université. Mais du coup, ils refont la même chose avec une nouvelle lecture un peu de les adultes là-dedans. Les adultes qui disent tu seras comme ça, qu'est-ce que t'en fais? Et donc il y a une thématique comme ça pour les 7. J'ai pas encore fait la 5, la 6 et la 7. Si ça vous intéresse, appelez-moi. Et donc il y a 7 arcs narratifs dans chaque saison. Et ils ont des brillances dans Buffy, dans l'écriture de Buffy, qui est... ça m'épate parce que je savais pas qu'il y avait autant de choses dans la narration. C'est une des séries les plus étudiées au monde pour sa structure, elle est incroyable. Ils ont des... en plus de ça, dans leur brillance, il y a... Tu vas payer les conséquences de tes mauvais choix dans cette logique-là de qui tu es. Okay. Si tu refuses quelque chose alors que ça fait partie de toi, ben, tu paieras les conséquences. Et puis ils ont l'avantage d'avoir des monstres, donc plutôt cool pour payer les conséquences, c'est assez incroyable. Donc ça c'est l'une de leurs brillances. Autre brillance, c'est que il y a plein de jeux de miroirs et de doubles. Il y a des doubles évidents. Par exemple, dans la première saison, Buffy et Cordelia. Buffy c'est la tueuse, elle était cheerleader hyper populaire, elle est devenue tueuse, ben maintenant sa vie sociale en a pris un gros coup. Cordelia, elle, c'est encore la cheerleader. Et donc Cordelia... Elle a pris un peu sa place. Je ne sais pas, Buffy est arrivée dans ce lycée, mais du coup, Cordelia, quand on la regarde, c'est ce que Buffy aurait été si elle n'avait pas été tueuse. Ah oui, ok, ouais, c'est sa vie alternative s'il n'y avait pas eu ce pivot-là. Exactement. Et donc on voit ce que Buffy serait devenue si elle avait suivi un autre chemin que le sien. Et donc il y a plein de doubles comme ça. Et il n'y a pas que des doubles avec Buffy, il y a des doubles... Giles Spike à certains moments, Xander Spike, Anya Cordelia, il y a plein de doubles partout. Et ils ont été un peu plus loin. Buffy, en fait, c'est une entité globale, c'est la tueuse. C'est moi aussi, quoi. Buffy, c'est la tueuse, c'est la petite blonde. C'était comme ça que c'était vendu, Buffy, au début. C'était... c'est comme les films d'horreur, mais on en a marre que la petite blonde, elle se fasse tuer tout de suite. Du coup, on renverse les clichés. C'est la petite blonde qui est badass. Et c'est cool. Mais c'est quelque chose, je trouve, de beaucoup plus profond qu'on a inversé les clichés. Quelque chose de très très fort. Et dans l'avant-dernier épisode de la saison 4, il lance un sort. Qui il? Bon, ok, d'accord. Non, mais c'est très bien. Spoiler, on va pas tout c'est l'épisode 21 de la saison 4 qui s'appelle Primeval, où Buffy tue le Big Bad de la série et du coup de la saison, mais comme il est très très puissant, beaucoup plus fort qu'elle physiquement. Ils font un sort, sa bande de potes et elle, pour faire appel à l'esprit de la tueuse. Et dans le sort, il y a les 4 personnages principaux,
Buffy qui représente le corps, la main de l'esprit tueuse. Giles, c'est le savoir, Willow, c'est l'âme, et Xander, c'est le cœur de l'esprit tueuse. Donc ils rassemblent un peu, ils font un sort pour que Buffy devienne la super tueuse, et donc elle détruit le gros méchant Adam, par l'esprit de la super tueuse. Mais en fait, ils donnent des clés de lecture incroyables dans cet épisode-là, moi je me suis amusé à regarder, je me suis amusé vraiment plein de fois, à re-regarder tous les épisodes d'avant, et c'est incroyable. Ce qui se passe sur le personnage Buffy, ça a l'air d'être le plus important, mais en vrai, dans la saison 2, par exemple, sur l'amour, Giles, il vit aussi des trucs sur l'amour. Willow découvre ce que c'est une relation amoureuse. Xander aussi, chacun dans leur style, avec leur histoire. Mais du coup, il peut arriver n'importe quoi à l'un de ces 4 personnages. Ça arrive à l'entité Buffy, et donc ça contribue à devenir qui tu es. Eux aussi payent les conséquences des mauvais choix. Il n'y a pas que Buffy. Il n'y a pas que le personnage Buffy, l'entité Buffy est traitée comme une entité. Évidemment, il y a un personnage principal. C'est elle, c'est son premier nom dans le générique, c'est elle. Et oui, j'adore ce personnage-là un peu plus que d'autres, parfois, mais c'est ça qui est génial. Et dans les fans de Buffy, dont je fais partie, on peut avoir un personnage préféré là-dedans, mais on se retrouve vachement dans les messages quand même. Que ce soit Buffy, Willow, Xander ou Giles. Oui, c'est des émotions, il y a plein de choses qui leur arrivent sur leur vie perso, ça résonne quoi. Ils vivent le même parcours, mais avec des chemins différents, parce que chacun est quand même ce qu'il doit être. Elle, c'est la tueuse quoi. Willow, c'est plein de choses, la sorcière, etc. Xander qui se calme un peu sur ses émotions et ses stabilités, son adolescence un peu étrange. Et Giles aussi qui sort de ses traditions familiales et qui devient la figure qu'il a toujours été, mais parfois il se trompait, quoi. Et c'est magique. Tous ont les mêmes 7 étapes que le personnage Buffy, c'est fou. La construction est incroyable. Et je peux en parler 18 heures. Sans aucun problème. On a juste 15 heures d'enregistrement disponible. Ça ne suffira pas, il va être un peu trop juste. Ça suffira pas. Et ouais, je suis un passionné et. Ça me donne envie de me remater des C'est génial, Buffy. La dernière fois que j'ai dû en voir un épisode au goûter, ça devait être en 6 ou 5e quoi. Au goûter. Tu goûtais tard? Oui. Moi je goûte, je mange beaucoup. Non, parce que Buffy, ça s'est rarement diffusé à 16h. Ah si, il y a 2 ans quoi. Mais... Donc c'était. Peut-être que t'as goûté il y a 15, tard 15 ou 16 ans. dans la vie aussi. Et je suis Vas-y. Si vous le regardez, regardez-le à fond. Ça a vieilli quand même, surtout si vous le regardez sur le premier angle de lecture, c'est une fille qui tue des vampires. Il faut un peu creuser pour aller chercher qu'est-ce qu'il me dit cet épisode. Et ça veut dire que si vous avez envie de le regarder, je me rendrai disponible et je regarderai les 144 épisodes avec vous et je vous guiderai, si ça vous intéresse, dans regarde, il y a ce degré. Et il y a des qualités d'écriture et des trucs magiques, quoi. Si vous le regardez en première lecture, vous allez regarder la première saison, ah bon, ouais, d'accord. Et vous avez le droit. Du coup, s'il y a 10 personnes qui nous écoutent et chacun veut regarder, tu vas te retaper 1400 épisodes. Sinon, on peut faire des visionnages groupés c'est bien. et des débriefs Je veux bien laisser groupés après pour gagner du temps. J'ai pas envie de gagner du temps, je regarde Buffy, c'est très bien Buffy. Donc je vais bien le regarder. Et donc pour répondre à la question initiale, je n'ai pas d'épisode préféré parce qu'ils contribuent tous à l'histoire. Il y a des épisodes qui sont plus durs à regarder. Parce que le message, pour moi, c'est un épisode conséquence, par exemple. Ça souffre. Hein. Ou ça me fait mal. Certains épisodes où, et c'est fou, plus je les regarde, après c'est peut-être mon imagination qui travaille trop, mais parfois il y a des épisodes que j'ai pas aimé la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, mais bon, faut que je le regarde parce que c'est entre 2 épisodes. Ouais. Et moi, quand je commence le truc, je le finis. Hein. Je saute pas des trucs. Je veux tous les regarder. Et du coup, il y a des épisodes qui, la première fois ou les 10 premières fois je l'ai vu, je fais, celui-là, il sert à rien. Et c'est vraiment au 11e visionnage que je fais, mais non, en fait, il sert pas à rien, c'est ça qu'ils veulent me dire depuis le début. Et peut-être que je fabule complètement. Mais c'est tellement sensé que je fais, c'est ça. Et donc, tous m'apportent quelque chose. Il y en a un qui me résiste encore. Faut que je le regarde encore un peu. Donc, il faut que je me retape toutes les saisons avant celui-là. Il y en a encore un qui me résiste, mais ça vient. Je commence à sentir, ok, c'est ça que tu veux dire. Okay. Et ça m'a apporté vraiment, vraiment beaucoup de choses. Buffy, c'est incroyable. C'était bon moment, quoi, pour moi. C'est sorti en 97, j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée, elle aussi. Il y avait des trucs sympas, ouais. Et il y a des moments... en fonction de mes états émotionnels, si j'ai envie de les changer ou de les vivre, j'ai quelques épisodes.
Ah oui, oui, qui concorde avec ce que tu vis au Ouais, ou qui présent. m'aide à en sortir. Ok. Je suis à un moment de oh là là, la vie c'est lourd. Hein. Je regarde le premier épisode de la saison 3 et je dis allez, hop, il est boulot, on y va. J'ai des Là, épisodes j'adore. qui. Ouais, mais c'est génial. Il y a des vrais messages. Pour des épisodes qui sont vraiment pourris. Mais des. Enfin, pourris. En première lecture, je fais, bah dis donc, celui-là, on sent que c'est la fin de saison et qu'ils se sont réservés pour le dernier, quoi. Bah non. Saison 2, Irony apparaît sur les. Épisode 19. Première fois que je l'ai vu, les 7 premières fois, j'ai fait bon, celui-là, c'est pour passer le temps. Ben non, ça dit des trucs incroyables. Ça faisait un lien de dingue entre les épisodes qui l'entourent et tout. Et avec la vie, parce que je pense que c'est un super chemin, deviens qui tu es, quoi. Et sois à l'affût des signaux, si t'es dans le bon chemin, tu le sais, si t'es pas dans le bon chemin, il y a des conséquences. Tu vis pleinement l'instant présent. Je sais pas si c'est le bon chemin, mais ça va. Et B, ok, je Ah, m'attendais mais- pas à une réponse aussi dingue. Faut pas me chercher, moi. Je m'y connais beaucoup en Friends. En Buffy. Friends, juste après. Donc c'est un peu moins. J'ai moins de trucs à dire, mais je peux en parler aussi quelques-uns. Et Buffy, je l'ai en DVD et en version électronique sur 2 disques durs externes. Séparés. Parce que je veux Dans pas 2 les- maisons différentes, au cas où il y en a une qui brûle. J'en ai souvent une dans mon sac, en tout cas, quand je me balade trop longtemps en dehors de chez moi. Je pars 2-3 semaines, je fais ouais, je vais la prendre, on sait jamais. Si ça brûle. Mais sinon, c'est dans 2 ans, on va se séparer dans l'appart. Au cas où. Si la chambre explose et que la cuisine reste bien, c'est bon. Il est protégé dans du plastique. Bah, faut pas que je le perde, ça. Du coup, je vais vraiment regarder un épisode de Buffy demain, quoi. Bah, appelle-moi pour me dire lequel, et je te préparerai. Bah, bêtement, je pense que je vais commencer par le premier. Ah, On va faire le le premier, il est malin. en 2 parties. Welcome to the Hellmouth and the Harvest. En français, bienvenue à Sunnydale, partie 1 et 2. Il est cool. Il pose des bonnes bases. Après, tu vas voir les effets spéciaux et les combats, même. C'était une demi-saison, je m'arrêterai jamais. C'était une demi-saison, la première saison, c'était pour remplacer une saison qui marchait plus. Du coup, la chaîne a dit bon, on trouvait un truc là pour remplacer. Donc, ils ont que 12 épisodes, 0 moyen. Mais ils avaient plein d'idées. Du coup. Bah ouais, et ils l'ont fait, et heureusement, ça a quand même marché suffisamment pour qu'ils disent bon, on en fait une deuxième. Et la deuxième, dès le grain de l'image et le montage même des épisodes, on sent oh, ok, ils ont un budget en fait, un budget normal. Première saison, c'est n'importe quoi. Tout est raté, c'est surtout le montage est raté. Les messages sont là, et c'est cool. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, ils ont presque inventé une façon de parler qui est. La linguistique dans Buffy est beaucoup étudiée. Quoi? Bah oui, je sais. La façon dont Ça chaque surprend tout le monde. personnage utilise certains lexicaux ou des choses comme ça, tu veux dire? Ils ont même inventé des façons de parler, alors, en anglais en particulier, où ils mélangent des mots, ils mélangent des expressions, et il y a une rythmique de phrases aussi qui est étudiée, parce que c'était une rythmique qui changeait, qui dénotait par rapport à la façon dont les ados étaient représentés avant, quoi. Ils parlaient pas comme des ados standards, c'est ça que tu veux dire? Ils ont des expressions, ils ont des rythmiques. Je sais pas comment dire, je vais pas donner d'exemple non plus. Alors je pourrais donner des exemples. Et, Putain. Je m'arrêterai jamais. Il faut que je la fasse cette conférence. Et regardez, la linguistique et le langage de Buffy est très étudié. Et il y a des livres qui parlent que de ça. C'est vraiment un truc fou, Buffy. Ok, ça c'est vachement travaillé. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, et du coup, dans la première saison, ils avaient déjà ça. Du coup, ça a attiré les jeunes qui font « Oh, j'adore la façon dont elle parle. J'adore dans les discours, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui coupe sans vraiment couper, avec une blague. Enfin, regarde, tu sentiras. Promis, je regarde et je fais un débat. Et donc, heureusement qu'il y avait ça dans la première saison, parce que les combats, c'est vraiment des... Alors attention, il va y avoir de la violence. Fermez les yeux. Fuyez. C'est vraiment raté. Premier épisode, tu vas voir, ça va sans doute te faire des trucs comme ça. Mais il y a un thème, il y a un message. Il y a déjà, dès le premier épisode, tu sens qu'il y a l'humour et les surprises. Et puis tu as le message principal de « Laissez-moi tranquille, je veux pas être la tueuse. Je ne veux pas, laissez-moi tranquille. Ouais, repousse le truc, repousse le truc. Et ouais. Et puis tu as déjà les personnalités... Willow, on sent que c'est déjà l'âme de Buffy. Zender, on sent que c'est déjà un peu le cœur d'artichaut. Et Giles, on sent qu'il y a des règles, il faut les respecter. Et donc il arrive avec plein de livres. Il a déjà le savoir, quoi. Enfin, je pense que dès le début, ils avaient déjà
tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment brillant et c'est fou. Ils ont Et évidemment construit en avance. plusieurs saisons et que il y avait déjà les bases que j'avais pas identifiées au départ. Soit ils les ont identifiés eux aussi avec le temps, ils ont dit bon maintenant on va le formaliser comme ça c'est clair. Soit ils avaient l'idée dès le début et puis ils ont tout construit à partir de ça. Mais dans tous les cas, ça se tient super bien. Ça fait des belles saisons. Ah ouais, avec en plus plusieurs scénaristes différents, plusieurs réalisateurs différents. Il y avait le showrunner bien sûr, mais c'est un super boulot. Voilà. Il y avait des belles saisons à Buffy, des belles saisons avec les E. Et en transition, pour sortir de Buffy... Je suis content. On est beaucoup moins étudiés. Et du coup, dans toutes les saisons qu'il y a eu avec les E, est-ce que... Alors, t'en as sûrement eu plein, mais c'est quoi saison préférée? Est-ce que t'as eu un moment qui t'a marqué, ou plusieurs de connexions, ou t'es ressorti en transe d'un spectacle, ou est-ce que c'est tous les soirs s'il y avait un ou plusieurs moments que tu voudrais partager, que t'as eu sur scène avec les uns et les autres, ça serait lesquels? Franchement, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. C'est pas tous les soirs, et tant mieux parce que ce serait tous les soirs, ce serait beaucoup plus dur pour nous de trouver chaque soir exceptionnel. Ouais. Chaque soir exceptionnel, au bout d'un moment, plus rien. Même quand c'est exceptionnel, c'est plus exceptionnel. Ouais. Du coup, il y a des moments évidemment qui sont juste waouh! Et il y en a plein, des moments super. Et parfois, il y a des moments de donc. J'ai l'impression qu'il y a 10% de bon, allez, ça s'est passé, je survivrai, demain je me réveillerai quand même. 10% de oh mon Dieu, je m'en remettrai jamais, c'est tellement bien. Et puis 80% de c'est cool, c'est très cool, j'adore. Mais ça fait quand même, ça fait 17 ans, donc même 10%, ça fait quand même beaucoup de moments, je m'en souviens pas de tous. Il y en a qui me reviennent parfois, mais souvent c'est quand quelqu'un me dit oui j'étais voir ce spectacle, je fais ah bon c'est quoi? Ah oui c'était génial, mais mon corps s'en souvenait, mais pas vraiment dans ma tête. Il y a quelques moments où comme on m'a déjà posé cette question, à force de le répéter, c'est devenu un peu plus conscient, donc je peux en donner, mais il y en a tellement que j'ai oublié. Ok, vous voulez que je t'en donne? Oui. Ok, alors le premier qui me vient là c'est donc le format c'est Super Scene, Super Scene, c'est un format allemand. Très dans la philosophie très Keith Johnston, mais c'est pas Keith Johnston qui l'a créé. Donc Super Scene, il existe aussi sous la forme, ça s'appelle 5-4-3-2-1, 4-3-2-1. À Nantes, il le joue comme ça. Donc globalement, on est 4 ou 5 directeurs, je vais dire 4 pour l'explication. 4 directeurs, et c'est une compétition entre les directeurs. Et on a un premier tour de scène où chaque directeur montre le début de son histoire pendant 5 minutes, 3. À la fin du premier tour, on a vu les 4 débuts de chaque histoire. On demande au public de voter pour les scènes qu'il a aimées. La scène qui a le moins été aimée, on ne verra jamais la suite. Donc ce directeur est éliminé. Il continue de jouer dans les scènes des autres, mais il est éliminé de la compétition. Deuxième tour de scène, la suite de l'histoire des directeurs qui ont été sélectionnés. On revote, on en enlève un. Troisième bout de leur histoire, on élimine. Et puis il n'y a qu'un directeur qui a l'occasion de montrer toute son histoire en 4 morceaux. Si on est 5 directeurs, 5 morceaux. Ça s'appelle Super Scene. Et donc c'est un format qu'on a joué il y a vraiment longtemps. Enfin vraiment longtemps. La préhistoire. Je pense qu'on l'a joué il y a au moins 15 ans. Et donc on a fait un Super Scene de Noël. Et c'était l'une des premières fois où il y avait vraiment plein d'enfants du coup dans la salle. Ah, trop bien. Et des enfants quoi. Ils savaient. Et ça arrive qu'il y ait des enfants, mais là vraiment ils en avaient beaucoup plus que d'habitude. C'était un Super Scene de Noël. Et je sais plus ce que j'avais proposé, mais j'ai été éliminé assez vite. Par contre j'ai joué dans l'histoire qui est restée. Et qui a eu le temps de tout faire. Et donc, au premier extrait, je joue quelqu'un qui recherche le Père Noël. Et qui, du coup, part en expédition pour aller trouver le Père Noël parce que j'ai quelque chose à lui dire. Mais je sais pas encore ce que c'est. Et le directeur me le dit pas, je sais même pas s'il le savait. Deuxième tour de scène, je commence à être en Laponie, je demande aux gens, il est où alors c'est pas où? Et les gens commencent à me dire, mais il n'existe pas, faut que t'arrêtes. Ah mais non. Et je sais pas pourquoi, mais dans mon personnage, j'avais si, je sais qu'il existe, je le sais, il faut que je lui parle. Et à force de dire cette phrase-là, il y a quelque chose dans mon corps qui s'est cristallisé de j'ai un besoin, vraiment, il faut que je lui parle. La troisième scène, c'était l'explication de ça. Où, du coup, en improvisant, j'ai découvert ce que c'était ce truc-là. Et en fait, c'était une histoire triste où ma sœur, quand j'étais petit, est morte le jour de Noël. Et moi, j'avais passé la nuit à prier le Père Noël pour que mon cadeau, ce soit qu'elle guérisse, quoi. Et du coup, quatrième scène, il faut que je le rencontre pour lui dire ça, quoi. Mais déjà, la troisième scène m'avait fait un « Oh !» Il y avait tout ça, là. Waouh!
Ok, bah, je suis content que ce soit sorti. Et à un moment, je me souviens que le directeur, j'allais commencer le monologue, je découvrais le truc, donc il y avait des choses qui se cristallisaient. Le directeur a fait bon, on va passer à la suite. Et moi, je fais non, il faut que je le finisse ce truc-là. Et il fait ok, bah fini alors. Et donc j'ai sorti ce truc-là devant des enfants, et je pense qu'il y avait un bout de ma tête aussi qui disait je peux y aller ou pas? Là, il y a des enfants quand même, je parlais de. Mais je l'ai fait. Et la dernière scène, donc on voit à la fin, le Père Noël est là. Et c'est Vincent Ronsac, un des fondateurs d'EE qui était là, qui est resté derrière le rideau, mais quel génie d'être resté derrière le rideau. Et il a juste fait « Tu me cherches ?» Et tous les enfants ont fait « Oh, il est là, il est là !» Et ils étaient tellement chauds d'excitation, il faut qu'on le voie, mais on peut pas le voir. Juste la voix. C'était tellement génial. Et du coup, moi, je dis au Père Noël ce que je devais lui dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et Vincent, génie, il me donne pas de raison. Il me dit juste, écoute, tu m'accuses de quelque chose, je te dirai pas si c'est fait exprès, pas fait exprès. Et il le gère avec son attitude de Père Noël, qui est de toute façon content d'être avec un humain. Donc il m'aide à aller mieux, quoi. Sans jamais s'excuser, il a vraiment super bien fait, quoi. Et le spectacle s'est terminé, et j'avoue que pendant quelques heures, j'étais dans un autre monde, j'étais encore un peu en Laponie. Et je pense pendant plusieurs jours ou semaines, c'est un peu resté avec moi ce truc de ça va mieux, c'est encore là. Alors créer de la magie. T'as créé de la magie, t'as vu dans le regard des enfants qu'il y avait un truc qui s'était passé. Il y avait même moi la cristallisation, je pense que c'était l'une des premières scènes où je ressens vraiment quelque chose de fort, mais ça me surpasse pas. C'est suffisamment fort pour que ce soit un moteur de jeu, mais c'est pas trop fort, donc je me laisserai pas déborder par ce truc-là. Ouais. Donc j'avais quand même un peu de cerveau qui disait il y a des enfants. Bravo Vincent de rester caché. Et je sais que tu vas rester caché, du coup je peux dire mais viens me voir, pourquoi tu restes caché? Et lui il avait compris que non, je reste caché, je vais pas jouer le Père Noël devant des enfants, je suis habillé comme ça. Donc c'était trop cool. Donc il y avait plein de trucs qui se passaient en même temps, en plus là, je pense l'une des premières fois aussi où je dis au directeur non, là c'est mon moment là. Et lui qui l'accepte, enfin il y avait vraiment plein de trucs qui étaient très cool à ce moment-là, c'était un super souvenir du coup. Et il y avait que 30 personnes. J'espère que pour ces 30 personnes, il y avait ce jour-là, il s'est passé un truc, quoi. Pour moi, donc j'espère qu'eux ont vécu des choses aussi. Ça, c'est l'un des souvenirs, mais j'en ai plein d'autres. Bio, à Bordeaux, l'année dernière, on a fait quelques spectacles de suite, 2 ou 3, où ils sont tous tellement forts, c'est incroyable. Et le spectacle était vraiment incroyable. Et du coup, ça nous a autorisé à tenter des choses. Où il y avait on a encore tellement de choses à découvrir dans ce format qui est juste incroyable. On a tenté par exemple un bio à Bordeaux où on était 3 comédiens et on jouait tous les 3 l'héroïne, mais à des âges différents. Okay. Donc, JM s'occupait de la partie enfant, la team s'occupait de la partie ado, jeune adulte, je m'occupais de sa vieillesse. C'était pas dans cet ordre-là, mais du coup on jouait l'héroïne quand même tous les 3. Et du coup, sans le faire exprès, c'était génial, il y avait des transitions super belles où la vieille personne se regarde dans le miroir et dit je me souviens quand j'étais jeune, du coup l'autre se met là et puis on tourne. Et il y avait des trucs tellement beaux, et évidemment on termine tous les 3 au même endroit avec une petite douche où on dit les mêmes phrases parce qu'on est la même personne, peu importe notre âge. Il y avait des trucs très très beaux, et donc il y a des images qui me restent très très belles de ce spectacle en particulier, mais c'était une semaine incroyable de spectacle. Wow. J'ai plein de trucs, et puis, on a un spectacle qui s'appelle Fiat Lux, où on joue dans le noir, et on est à la fois joueur et technicien, donc on a des lampes de poche, et on éclaire que ce qu'on veut. Et il y a plein de fumée dans la salle pour que les faisceaux soient très beaux. Il y a des images incroyables dans ce spectacle. Jouer dans ce spectacle, c'est fou. On passe de joueur à technicien, parfois entre plusieurs scènes, mais parfois pendant la scène. Je joue et puis je décide d'éclairer quelque chose chez quelqu'un d'autre. Pendant qu'on joue, on éclaire des trucs. On peut faire un zoom sur nos mains. Enfin, c'est quelque chose de beau et de cinématographique qu'on ne peut pas vraiment faire en plein feu. Donc, techniquement, il y a des choses qui ont enrichi, qui ont créé des trucs. Mais j'ai plein de souvenirs. Ouais, c'est un truc, ouais. C'est tellement d'axes avec la lumière, ça doit créer des trucs de fou. Vraiment plein de choses. On a plusieurs cinéastes dans la troupe. JM en particulier, mais Loïc aussi. Le vocabulaire du cinéma, et la logique de cinéma, même déjà de largeur de plan, ils ont apporté plein de trucs là-dessus, c'est incroyable. Mais j'en ai trop. J'imagine, t'en as plein. Et je peux quand même parler plus longtemps de Buffy. Et j'en ai vraiment plein. C'est tellement bien l'impro, c'est génial. J'ai plein de souvenirs d'ateliers. Et j'ai de souvenirs de super scènes jouées par d'autres gens. J'ai eu la chance d'être là
ce jour-là, quoi. C'est magique. Donc j'en ai plein, il y a plein de moments magiques. Et enfin, il y a Bio du coup, qui vit sa meilleure vie du coup, sur scène. Et est-ce que toi, il y a d'autres axes ou d'autres types de spectacles que tu dis un jour j'aimerais bien monter ça, je sais pas si tu veux un jour faire une comédie musicale ou peut-être essayer au stand-up ou un autre format totalement déjanté d'impro je sais pas, il y a des rêves lointains comme ça où tu dis ah tiens ce truc là un jour mais pas tout de suite je vais tester ce format là Non. ou une thématique peut-être. Non. Non, ok. En fait, eux, il y a Bio qui est notre format régulier, il y a Fiat Lux qu'on veut bien jouer le plus possible d'ailleurs. On a aussi des duos, donc on a déjà exploré des choses, et ça veut pas dire que j'ai rien d'autre à explorer, mais les rêves qu'on a, on les met en place. Ouais, c'est déjà en train d'être expérimenté. Ouais. Quoi. Si maintenant j'ai envie de faire un spectacle comédie musicale, je vais le faire. Je vais pas le mettre dans 10 ans. Ouais, ok. Je ferai quand même pas de comédie musicale. Allez voir New, ils sont super. Même une comédie musicale sur Buffy. En impro. Moi je veux pas trop mettre Buffy sur scène parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien. Et du coup je le sacralise un peu. Ah oui. Et je veux pas le désacraliser. Je veux pas autoriser l'erreur dans une restitution de Buffy. Ouais, ok. On la laisse où elle est. On la laisse où elle est, même si certaines personnes, salut Mark Jane, ont des idées pour l'utiliser. Il a des idées brillantes en plus. Parce qu'on essaie de voir si on joue ensemble, qu'est-ce qu'on fait. Et elle est super son idée, ça m'autoriserait à quand même faire Buffy sans faire Buffy, mais j'ai pas vraiment envie de toucher à Buffy. Mais non, tout ce que vous pensez ou vous avez envie de tester, vous testez. On peut le faire. Et puis c'est parti, quoi. On a juste à le créer. Puis on va voir. Et puis ça se trouve, c'est juste je le teste. Après cette année, enfin c'est pas cette année du tout, mais on a commencé juste avant le Covid, j'ai commencé la mise en scène de spectacles écrits. Et je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs si ça vous intéresse. Pour l'instant, c'est les jeudis soirs au Petit Palais des Glaces. C'est une femme qui s'appelle Aou Sendilmen qui joue un spectacle qui s'appelle Dopamine, où c'est ma première tentative de mise en scène. On a travaillé super longtemps. Mais j'adore la façon dont on a travaillé. On a passé quelques mois déjà à vérifier si on avait envie de travailler ensemble. Et donc dans le process, c'était génial parce qu'une fois qu'on avait envie, on avait envie. C'était trop cool. Et après, il y a eu le Covid qui a évidemment délayé le calendrier. Mais là, ça y est, il est sur scène. C'est un seul en scène. C'est très cool. C'est un seul en scène qui parle de dopamine. Que je vous conseille d'aller voir, il est vraiment cool. Donc ça, c'était ma première tentative mise en scène. Et heureusement, dans le travail qu'on a fait avec Aou, il y avait quelles sont nos frontières ? Est-ce que je peux changer du texte ? Comment ? Et donc on a trouvé notre rythme qui fait que ça marche très bien et ce spectacle il est très cool. Donc j'étais content de faire cette tentative. Je sais pas si c'est de la mise en scène. Si quelqu'un d'autre me demande de la mise en scène et que je fais pareil, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? J'en sais rien. C'était peut-être un coup de peau entre elle et moi. Donc ça c'était un peu un truc qui m'est tombé dessus. J'aurais sans doute pas pensé à le faire tout seul. Mais du coup je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de faire du seul en scène ? Peut-être. Mais voilà, je pense pas. Ouais, pas tout de suite. J'aime trop les gens, j'aime trop regarder les yeux qui frisent. J'aime trop voir dans la tête de quelqu'un j'ai compris ce qu'on joue. Et moi je fais ah d'accord, super. Moi aussi, faisons-le. J'aime trop ça. Et je pense qu'il y a moyen de l'appliquer au public. Le public peut devenir un partenaire aussi, j'en suis sûr. Mais je pense que ça demanderait un travail, un entraînement, une réflexion. Je pense qu'il y a des gens qui savent très très bien le faire. Et je sens pas chez moi une pulsion de il faut que tu découvres, il faut que tu sois seul. Je suis très content d'être dans un groupe, quoi. Ouais. Donc, c'est un groupe qui évolue bien. En plus là, ça a changé de salle. Là, vous êtes au Palais des Glaces maintenant. Ouais. Cette année, et genre ça se passe super bien. Ça se passe pas mal, ouais. La salle est tellement belle. Moi, je suis très content de cette salle. En fait, on était au Théâtre Trévise l'année dernière. On est très content du Théâtre Trévise aussi, mais il devait aller en travaux cette année, là. Gros travaux, on devait trouver notre salle. Et on a la chance d'avoir trouvé... Il est tellement beau, il est génial, certes. Donc on est au Palais des Classes, là, pour la dernière saison de Bio. Oh. On va aller dire au revoir à ce spectacle. Donc on va créer d'autres choses, peut-être. On verra. Mais en tout cas, c'est la dernière saison de Bio, qui a priori se termine en juin. Et ouais, c'est bizarre, cette sensation de... Ouais, on sent que... Là, on est 7 dans la troupe, et du coup, si on fait les combinaisons, je crois que ça fait 124 combinaisons possibles, 2-3. Là, on n'a plus assez de dates pour toutes les faire, déjà. Donc, c'est un peu la limite de...
je ne jouerai plus. Bio Ah, avec ah. un tel ou une telle de la troupe. Ou pas dans cette combinaison. Ah, c'est peut-être la seule fois de l'année que je vais jouer marqué Hélène. Ok. Ah. Alors qu'avant, on se posait pas la question, c'est infini quoi. Ben non, c'est fini en fait. Mais on est très très content en tout cas de faire cette dernière année au Palais des Glaces. En tout cas, bio et au Palais des Glaces. Quoi. C'est À la grande classe. un spectacle d'impro régulier comme ça. C'est génial et c'est venu par petits pas. Alors les pas sont de plus en plus gros, mais à un moment, genre, en tout cas, je me suis dit que eux, c'était un bulldozer. Peu importe ce qui se passe, on avance tranquillou. Et parfois, il y a des. Ah bah non, le théâtre a fermé. Ah, d'accord. On a trouvé un autre. On s'ennuie, on crée un spectacle, ok. Là, je trouve que les pas sont de plus en plus gros, parce que quand même, on est passé de. Parce que les jambes sont de plus en plus assurées. Non, mais on est plus nombreux, on est plus solides, ou je sais pas. Mais on avance quoi, avec des gros pas. On a des locaux depuis l'année dernière aussi. Il y a des pas qui sont plus forts qu'au début, normal. Mais on continue. Donc c'est pour ça que j'ai pas de rêve à dans 10 ans, j'aimerais faire ça. On peut le faire maintenant, on va le faire. Puis voilà. C'est cool, c'est maintenant en fait les rêves. Parce que c'est trop cool. Voilà. J'aime ma vie, je sais pas si vous l'avez remarqué. Moi j'aime ma vie. Trop chouette. Grâce à Buffy. En grande partie. Énormément. Bah écoute Nabla, moi j'ai une dernière question Ah ah. pour clôturer ce super podcast avec toi. Imagine, alors tout à l'heure tu as évoqué l'âge de 88 ans, donc on peut imagine que tu as 88 ans. Ok. On est au coin du feu. Ah Tu as une grande barbe blanche ou une grande moustache, ça dépend ce que tu préfères à cet âge-là, à ce moment-là. Et tu es entouré de plein d'enfants, d'ados qui commencent l'impro et qui viennent te voir et ils te demandent mais Papy Nabla, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour vraiment qu'on s'éclate en impro? C'est quoi le secret de l'impro? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah peut-être il y a 88 ans j'aurais enlevé des trucs même. Il y a trop de choses. Moi j'aime bien le deviens qui tu es de Buffy. Suis ton chemin, trouve ton chemin, vis ton chemin. Je sais pas sous quelle forme, mais. Et ton chemin, tu le perdras pas si tu fais confiance à tes yeux, si tu fais confiance à ton corps, d'une manière générale. Donc ça peut être tes yeux, ça peut être ton cœur, ça peut être plein de choses, mais suis ça. Et si t'es pas isolé dans ta tête, bah tu prendras automatiquement soin de toi, des autres, de l'histoire, du public. Et puis tu te challengeras aussi parce que ton corps, à un moment, il fait bah ça fait qu'à toi, j'ai envie de faire autre chose. Quoi. Donc je sais pas sous quelle forme ça sortirait, peut-être ça sortirait mal parce que j'aurais plus de dents. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça ressemblerait à. T'es sur un chemin, donc suis ce chemin-là et tes pancartes, ta direction, c'est tes ressentis, quoi. D'une manière ou d'une autre. Tous tes sens, y compris ton intuition, ta respiration. Et avance. Quand t'avances tout le temps, te pose pas. Si tu te poses, ton cerveau il va commencer à faire c'est bien là où je suis ou pas? Te pose pas cette question-là, ce sera bien partout. Avance et suis ton cœur, et même si tu fais que ça. Mais continue d'avancer quand même. Donc ça peut être autre chose que le cœur. Mais ouais. Mais je sais pas sous quelle forme ce sera. Avec ou sans dents? Avec ou sans. Ce sera peut-être un polonais. J'espère qu'à 88 ans, je saurai enfin conjuguer mes phrases. Oui, parce que Nabla fait plus d'une heure de polonais par jour en ce moment. C'est super dur. Bardzo trudne jest. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est super dur. Ah ok. J'espère. Génial. Bah, merci beaucoup Nabla. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut se refaire juste un petit récap des annonces sur les spectacles que tu as en cours et que tu mets en scène? Si on fait ta petite page de pub. Ok. Sur, C'est moi qui fais? C'est toi qui fais. Ok, alors je fais partie de la compagnie d'improvisation E. Nous jouons Palais des Glaces. Je mets en scène le spectacle Dopamine qui joue au Petit Palais des Glaces à 19h. L'artiste c'est Aou Sendilmen. Si vous tapez Dopamine, vous trouverez. Dans la troupe, on a une école. De temps en temps, on organise des stages. Donc, inscrivez-vous aux newsletters. Rentrez en contact avec nous. Il y a plein de places à gagner sur Instagram aussi. Venez. On a des duos. Si vous avez envie d'acheter des duos, avec plaisir. Si vous êtes propriétaire d'un théâtre national, on veut bien jouer Fiat Lux dans votre salle. Contactez-nous aussi. On a plein de trucs. On a pilote. Enfin, bref, on a... Contactez-nous, rentrons en contact, buvons un verre ensemble. Génial. Bah, merci beaucoup Nabla. C'est un énorme plaisir de te recevoir dans le canapé des coulisses. Merci Yvan. Et puis à très bientôt tout le monde.
Et encore merci. Merci à toi.